À 3h15 du matin, pendant que des pirates informatiques roumains tentèrent de s'introduire dans les comptes clients d'une banque, j'ai débranché mon casque et je suis parti. Pas parce que j'avais peur, pas parce que je n'arrivais pas à gérer la situation, mais parce qu'ils venaient de me dire que je valais 4200 €, tandis que mon collègue Julien en valait 30 000 pour faire la moitié du travail. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 45 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je passais mes nuits devant des écrans d'ordinateur à Lyon, m'assurant que les pirates informatiques ne s'introduisent pas dans les comptes bancaires pendant que le reste de la France dormait. Je n'ai pas démissionné dans un éclat de gloire. Je n'ai pas claqué mon ordinateur portable, renversé mon bureau ou fait un discours que les gens auraient répété autour de la machine à café. Je suis parti comme on quitte un immeuble qui vous écrase les épaules depuis 23 ans. Lentement, prudemment, et avec ce genre de soulagement bizarre une fois que le poids ne vous appartient plus. Tout a commencé avec l'annonce d'une prime de fidélité un jeudi matin. Vous savez, ce genre de bonnes nouvelles d'entreprise qui ne sont en réalité que la peur portant costume-cravate. Je travaillais en équipe de nuit pour la cybersécurité chez Sécurité Apex Solutions, une entreprise de taille moyenne qui s'occupait de la surveillance réseau pour les institutions financières. Rien de glamour là-dedans. Quand une menace franchissait nos défenses à 2h30 du matin, mon téléphone vibrait et c'était moi qui fouillais dans les logs, bloquais les adresses IP et empêchais la retraite de quelqu'un de disparaître dans une ferme de serveurs en Roumanie. L'équipe de jour récoltait les félicitations. L'équipe de nuit récoltait les reproches. Configuration assez standard. Nous avions une petite équipe pour couvrir les nuits, 5 personnes qui se relayaient dans la semaine. 2 étaient des gars solides qui connaissaient leur métier. Un sortait tout juste de l'école d'ingénieur, encore en apprentissage. Un autre semblait toujours occupé, mais n'était jamais vraiment disponible quand les choses tournèrent mal. Et puis, il y avait Julien Moreau. Julien avait 29 ans, chef d'équipe pour l'équipe de jour, et il avait cette façon de faire paraître tout facile. Toujours détendu, toujours souriant, comme si le travail n'était qu'une liste à cocher. Il disait des trucs comme « Ne te stresse pas, Pierre. La direction sait qu'on est la colonne vertébrale ici. » Pendant ce temps, c'est moi qui ai attrapé la menace persistante avancée qui a failli faire tomber la plateforme de trading de notre plus gros client le soir du réveillon de Noël. Alors qu'il était à une fête de fin d'année, en train de poster des photos sur Facebook. Alors, quand Claire Bernard, notre directrice technique, a organisé une réunion générale sur les primes de fidélité pour le personnel critique, j'avais déjà une assez bonne idée de comment ça allait se passer. J'étais là depuis assez longtemps pour comprendre le calcul. Les compliments ne coûtent rien. La panique coûte tout. Claire a sorti toute sa routine de voix chaleureuse. Nous investissons dans nos équipes. Nous voulons récompenser l'engagement et reconnaître nos contributeurs les plus critiques. Contributeurs critiques. J'ai failli éclater de rire à cette phrase. Je sécurisais leur système depuis plus de 2 décennies, formais les nouvelles recrues, mettais à jour des protocoles de sécurité qui auraient dû être réécrits depuis des années. Si critique voulait dire quelque chose, c'était « si ce type part, on est dans la merde jusqu'au cou ». Après la réunion, Claire a appelé les gens individuellement pour donner les montants en privé. Mouvement intelligent. Plus difficile pour les gens de comparer les notes quand vous procédez comme ça. Julien a eu son appel en premier. Il est revenu dans notre chat d'équipe avec cette attitude faussement humble. « Les gars, waouh, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ils ont vraiment montré de l'amour. » Puis il m'a envoyé un message privé avec une capture d'écran comme s'il avait gagné au loto. 30 000 €. Prime en espèces, pas d'option sur action, pas d'heures supplémentaires, de l'argent réel avec un accord de fidélité pour rester 12 mois. Il a ajouté « Je te l'avais dit, Pierre. Ils savent qui compte ici. » Mon estomac a fait quelque chose de désagréable. Pas exactement de la jalousie, plutôt de la reconnaissance, parce que je savais déjà quel allait être mon chiffre. Claire m'a appelé 20 minutes plus tard. Caméra allumée. Grand sourire répété. « D'abord, Pierre, merci. Tu as été une force si stabilisatrice pour l'équipe de nuit pendant tant d'années. » J'ai hoché la tête parce que c'est ce qu'on fait. On hoche la tête quand les gens vous font des compliments pour qu'ils puissent arriver à la partie où ils expliquent pourquoi vous ne valez pas autant que vous le pensiez. Nous t'offrons aussi une prime de fidélité. Nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet.
Elle a fait une pause comme si elle s'attendait à ce que j'applaudisse. 4 200 €. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle avait fait une erreur, comme si peut-être elle avait oublié un zéro ou lu la mauvaise feuille de calcul. J'ai attendu qu'elle se corrige. De la façon dont on attend que quelqu'un réalise qu'il vient de dire quelque chose de complètement fou. Elle ne l'a pas fait. 4 200, a-t-elle répété, toujours avec ce grand sourire. Et ça vient avec le même accord de 12 mois que tout le monde. Je l'ai fixé à travers la webcam et j'ai senti cette chaleur sourde remonter dans mon cou. Pas encore de la colère, plutôt de l'embarras pour elle. Comme si elle venait de me dire exactement ce qu'elle pensait que je valais et s'attendait à ce que je la remercie d'être honnête à ce sujet. D'accord ? J'ai dit parce que je ne pouvais pas faire confiance à ma voix pour faire autre chose. Le sourire de Claire s'est un peu tendu, prenant cette expression figée et artificielle que j'avais appris à reconnaître au fil des années. Je veux que tu saches que cela reflète uniquement des considérations budgétaires strictes imposées par la direction générale, et absolument pas ta performance professionnelle ou tes compétences techniques. Tu es extrêmement valorisé ici, Pierre, vraiment apprécié par toute l'équipe. Exact. Valorisé à peu près au prix d'une vieille Clio d'occasion avec 200 000 km au compteur et la climatisation en panne. Quand l'appel vidéo s'est finalement terminé après ces longues minutes inconfortables, je suis resté assis là dans mon bureau à domicile exigu, complètement immobile, avec les lumières éteintes pour économiser l'électricité. Les 2 moniteurs brillants d'une lueur bleutée froide et impersonnelle, écoutant ma fille à l'étage au-dessus se préparer activement pour sa première année à l'Université Lyon en médecine, un programme exigeant et prestigieux. Intelligente comme tout, brillante même, elle travaille 2 fois plus dur que moi, je ne l'ai jamais fait à son âge, toujours plongée dans ses manuels jusqu'à tard dans la nuit. Ses frais de scolarité seuls, sans même compter les livres et le matériel médical obligatoire, allaient me coûter la somme considérable de 3 500 € ce semestre, une dépense lourde et incontournable, et je comptais vraiment sur quelque chose comme cette prime annuelle substantielle pour aider à couvrir ces coûts sans être obligé de toucher au maigre pécule que j'avais péniblement économisé pour la retraite au fil des années. J'ai ouvert ma feuille de calcul personnel Excel, celle que je maintiens méticuleusement et où je suis absolument tout depuis les paiements hypothécaires mensuels jusqu'aux factures d'épicerie hebdomadaires, et j'ai tapé lentement 4 200 € dans une cellule vide de la colonne des revenus. Puis j'ai tapé 30 000 € juste en dessous dans la cellule suivante. Pas vraiment pour me torturer volontairement, juste pour le voir écrit là en chiffres clairs et incontestables, noir sur blanc. L'écart était cruel, presque insultant. Une semaine plus tôt seulement, Julien avait complètement raté une alerte de sécurité critique importante parce qu'il s'était négligemment éloigné de son bureau pour descendre prendre un énième café à la machine du rez-de-chaussée. C'est moi qui l'ai finalement attrapé pendant le passage de relais du soir entre les équipes, qui l'ai escaladé correctement et rapidement selon les procédures établies, et qui ait ainsi empêché notre client bancaire majeur d'avoir ses précieuses données clients exposées publiquement pendant les heures critiques de pointe de trading sur les marchés financiers. Claire avait alors envoyé un email générique à toute l'équipe remerciant vaguement tout le monde de maintenir collectivement nos hauts standards de qualité et de vigilance. Maintenant, après tout cela, on m'offrait essentiellement de l'argent de poche dérisoire, une somme symbolique, pour m'enfermer et m'engager dans une autre longue année supplémentaire à regarder passivement d'autres personnes moins compétentes prendre systématiquement le crédit et les lauriers pour mon travail acharné et mes contributions réelles. Le pire dans tout cela, c'est que Julien n'était même pas vraiment le vrai problème de fond, pas la racine du mal. Il n'était finalement que le symptôme le plus bruyant et le plus visible de quelque chose de plus profond, quelque chose que j'ignorais volontairement et que je refusais d'affronter depuis bien trop longtemps déjà, des années peut-être. Ce lundi soir-là particulièrement, vers 23h30 précisément, notre système automatisé de surveillance de sécurité a soudainement commencé à lancer des alertes urgentes en cascade. Ça a commencé relativement petit au début, quelques notifications isolées, puis c'est devenu vraiment moche très rapidement. Une avalanche. Un groupe de hackers organisé d'Europe de l'Est sondait méthodiquement les réseaux informatiques d'un de nos clients du secteur financier, testant systématiquement les vulnérabilités potentielles dans leur portail client sensible. Habituellement,
Dans ce genre de situation standard, nous implémentions simplement nos procédures de blocage automatique bien établies et escaladions méthodiquement par les canaux de communication normaux prévus à cet effet. Mais le problème était que nos protocoles officiels de réponse aux incidents étaient complètement obsolètes et inadaptés à ce type d'attaque moderne. La dernière fois que j'avais courageusement suggéré de les mettre à jour et de les moderniser, Claire m'avait sèchement répondu de me concentrer uniquement sur l'exécution opérationnelle quotidienne, pas sur l'amélioration stratégique des processus de l'entreprise. Mon téléphone a vibré. Julien, bien sûr. « Salut Pierre, je vois de l'activité sur le tableau de bord client. Tu surveilles ?» J'ai regardé le schéma d'attaque se développer sur mes écrans. Regardé la file d'attente d'alerte se remplir plus vite que je ne pouvais la vider. Puis j'ai ouvert cet accord de fidélité que Claire m'avait envoyé par email. 12 mois d'engagement minimum. Remboursement immédiat si je partais plus tôt. Clause de confidentialité sur les montants des primes. Une autre clause sur l'emploi à volonté reste en vigueur. Ils voulaient m'enfermer contractuellement, me lier à eux avec leurs conditions strictes, mais simultanément, ils voulaient absolument se garder entièrement libres et sans contrainte de me virer brutalement quand ça les arrangerait financièrement ou stratégiquement. L'attaque informatique s'intensifiait dangereusement, minute après minute. 3 vecteurs d'entrée différents et distincts maintenant, tous actifs en même temps. Parfaitement coordonnés, mais remarquablement subtils dans l'exécution. Ce n'étaient absolument pas des script kiddies amateurs qui s'amusaient, pas des gamins dans leur sous-sol. C'était du travail clairement professionnel et méthodique, le genre de cyberattaque sophistiquée qui empêche les dirigeants inquiets de banque de dormir paisiblement la nuit et fait poursuivre juridiquement les entreprises de cybersécurité négligentes jusqu'à la faillite complète et la dissolution. J'avais déjà vu exactement ce schéma d'attaque auparavant, cette signature distinctive. Réveillon de Noël il y a 2 ans précisément, puis le week-end prolongé du 8 mai l'année dernière également. Toujours systématiquement pendant les périodes de vacances ou les week-ends tranquilles, quand l'équipe complète de jour était partie en repos bien mérité et que c'était juste moi seul et peut-être un autre gars fatigué qui tenions courageusement le fort avec nos moyens limités. Toujours stratégiquement quand les gens qui récoltaient habituellement le crédit et les promotions n'étaient pas physiquement là pour gérer personnellement les conséquences graves et stressantes. Mon téléphone portable a soudainement sonné bruyamment dans le silence. Numéro totalement inconnu affiché, mais j'ai immédiatement reconnu l'indicatif pays caractéristique. Roumanie, sans aucun doute. Je n'ai délibérément pas répondu, laissant sonner dans le vide. Ce n'est absolument pas comme ça que ces choses fonctionnent réellement dans le monde professionnel du hacking. L'appel téléphonique n'était manifestement que de la diversion psychologique calculée pour essayer de me faire penser naïvement qu'ils étaient juste des amateurs maladroits. Les vrais professionnels aguerris n'appellent jamais pour se vanter stupidement de leurs exploits. Ils travaillent méthodiquement en silence complet et disparaissent discrètement avant même que vous sachiez réellement ce qui vous a frappé violemment. Mais, paradoxalement, ça m'a révélé quelque chose d'extrêmement important et tactique. Ils savaient pertinemment que quelqu'un surveillait activement leurs mouvements. Ils savaient précisément que quelqu'un de véritablement compétent et expérimenté était vigilant à l'autre bout de leur attaque sophistiquée. Et ils essayaient manifestement de me déstabiliser psychologiquement, de me faire douter. À 1h15 du matin exactement, épuisé mais concentré, j'avais un choix crucial à faire rapidement. Je pouvais suivre scrupuleusement le protocole officiel établi, escalader immédiatement à Claire malgré l'heure tardive, réveiller brutalement l'équipe entière de réponse aux incidents de sécurité, puis passer ensuite les 4 prochaines heures interminables à expliquer patiemment des détails techniques complexes qu'ils auraient normalement déjà dû comprendre depuis longtemps. Ou alors, je pouvais m'en occuper moi-même efficacement et discrètement, comme je le faisais systématiquement depuis exactement 23 ans de carrière. Le bon choix conventionnel et prudent était évidemment de suivre rigoureusement le protocole établi, couvrir soigneusement mes arrières professionnelles, m'assurer absolument que tout le monde concerné savait clairement que j'avais fait absolument tout selon les règles strictes et laisser finalement l'entreprise gérer pleinement les conséquences prévisibles d'être chroniquement sous-staffée et insuffisamment sous-formée pendant la nuit. Au lieu de ça, contrairement à toute logique,
J'ai méthodiquement commencé à tout documenter minutieusement et systématiquement. Capture d'écran détaillée des vecteurs d'attaque multiples, log complet de trafic réseau avec tous les détails, horodatage précis montrant exactement quand les différentes alertes se sont déclenchées successivement et quand précisément je les ai signalées dans le système. Pas du tout pour le bénéfice immédiat de l'entreprise ingrate. Pour le mien propre, pour ma protection future. À 2h15 précisément, complètement épuisés, les attaquants persistants ont brusquement changé de tactique offensive. Au lieu de continuer à essayer obstinément de percer le portail client principal, ils ont subitement commencé à cibler intelligemment nos systèmes administratifs internes sensibles, ceux qui contrôlaient précisément l'accès privilégié aux réseaux informatiques de tous nos clients sans exception. Pas seulement un seul client isolé. C'est exactement là, à ce moment critique, que j'ai brutalement réalisé avec certitude que ce n'était absolument pas une attaque aléatoire opportuniste. Il nous avait méticuleusement observés pendant longtemps, patiemment appris tous nos schémas opérationnels et nos routines. Il savait parfaitement que notre couverture de sécurité de nuit était dangereusement mince et inadéquate. Il savait précisément que la grande majorité de notre équipe de sécurité qualifiée ne travaillait strictement que de jour selon des horaires fixes. Il savait exactement quand frapper stratégiquement pour un impact maximum dévastateur avec une résistance minimum prévisible de notre part. Mon téléphone a vibré à nouveau. Julien. Pierre, ça devient assez corsé. On devrait inclure Claire ? J'ai fixé ce message longtemps. On devrait inclure Claire ? La même Claire qui venait de me dire que je valais 4200 €. La même Claire qui m'avait dit de me concentrer sur l'exécution au lieu d'améliorer nos défenses. La même Claire qui dormait profondément dans sa maison de banlieue pendant que des pirates essayaient de voler les économies de vie des gens. À toi de voir, j'ai tapé en retour. Tu es le chef d'équipe. 3 points sont apparus, puis ont disparu, sont réapparus. Julien tapait quelque chose, puis l'effaçait, puis essayait encore. Finalement, je pense que tu devrais l'appeler. Tu connais ce truc mieux que n'importe qui. Voilà. La vérité que tout le monde connaissait, mais que personne ne voulait dire à voix haute. Quand les choses devenaient sérieuses, quand une vraie expertise était nécessaire, il venait vers moi, le gars qui valait 4200 €. À 2h45, Claire a finalement répondu à mon appel d'escalade, la voix épaisse de sommeil et d'irritation. « C'est urgent, Pierre ?» J'ai regardé l'attaque s'intensifier au point où elle allait commencer à impacter les opérations clients, violation de SLA, appel en colère aux dirigeants, tout le bordel. « Oui, » j'ai dit, et ma voix était calme d'une façon qui m'a surpris. « À quel point urgent ?» J'ai regardé mes écrans, regardé l'accord de fidélité toujours ouvert dans une autre fenêtre, regardé l'horloge compter jusqu'au moment où cela deviendrait le problème de quelqu'un d'autre à expliquer à des gens très en colère avec des avocats très chers. Ils sont dans les systèmes admin maintenant. S'ils obtiennent l'accès route, ils auront les clés de tout, chaque client, chaque compte, chaque transaction. Silence de son côté. Pas le bon genre de silence où quelqu'un réfléchit, le mauvais genre où quelqu'un réalise qu'il est dépassé. « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» elle a demandé. « Rien. Je voulais juste que tu saches où nous en sommes. » « Tu peux les arrêter ?» Je pouvais. J'avais arrêté de pires attaques avec moins d'avertissements et moins de ressources. J'avais été le gars qui nettoyait des bordels comme ça pendant 2 décennies pendant que d'autres personnes dormaient paisiblement dans leur lit. Probablement, j'ai dit. Alors fais ce que tu dois faire, Pierre. Répare juste ça. À 3h10, après 20 minutes à lui expliquer des détails techniques qu'elle aurait dû comprendre mais ne comprenait pas, elle l'a dit encore. Fais juste ce que tu dois faire pour réparer ça, Pierre. À 3h15, je me suis levé de mon bureau, j'ai débranché mon casque et j'ai enlevé mon badge de sécurité du cordon comme si je retirais quelque chose qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Et je suis parti. Je n'ai pas paniqué après. N'ai pas passé la nuit à fixer le plafond, me demandant si j'avais fait une erreur. Mon cerveau était juste silencieux, comme si j'avais finalement arrêté d'essayer de justifier des choses qui n'avaient jamais eu de sens. Ce qui est drôle avec le fait de partir d'une cyberattaque, c'est que l'attaque ne s'arrête pas juste parce que vous n'êtes pas là pour la combattre.
Les pirates roumains n'ont pas fait leur bagage et ne sont pas rentrés chez eux parce que Pierre Dubois avait décidé qu'il en avait fini d'être sous-évalué. Ils ont continué à travailler, continué à sonder, continué à essayer de s'introduire dans des systèmes qui étaient maintenant défendus par des gens qui ne comprenaient pas comment ces systèmes fonctionnaient vraiment. J'ai découvert plus tard, bien plus tard, qu'il leur a fallu 3 heures pour contenir ce que j'aurais pu arrêter en 30 minutes. 3 heures de données financières à risque. 3 heures de violation de SLA qui s'accumulent. 3 heures de Claire et Paul Rousseau, notre VP des opérations, courant dans tous les sens comme si leurs cheveux étaient en feu, essayant de comprendre pourquoi leur couverture de nuit avait soudainement disparu. À 6 heures du matin, ils avaient réussi à verrouiller la menace immédiate, mais les dégâts étaient faits, pas seulement au système, à la réputation de l'entreprise. Quand vous êtes dans la cybersécurité, les nouvelles voyagent vite. D'autres firmes entendent parler des incidents. Les clients commencent à poser des questions inconfortables. Les compagnies d'assurance commencent à ajuster les primes. À midi le lendemain, mon téléphone bourdonnait comme une guêpe en colère. Message Slack d'abord, puis texto, puis appel manqué de Claire qu'elle ne s'est pas donné la peine de suivre avec des messages vocaux. Quand les managers sont confiants, ils laissent des messages détaillés. Quand ils ont peur, ils ne font qu'appeler sans arrêt. J'ai vérifié mon email professionnel une fois juste pour voir les dégâts. Les tickets de nuit s'étaient accumulés comme des feuilles d'automne. Le client en Europe avait escaladé à leur VP des opérations. Un autre client menaçait d'invoquer des clauses de pénalité dans leur contrat. Enterré dans ma boîte de réception était une invitation de calendrier intitulée « Discussion urgente couverture ». Pas d'agenda, pas d'excuses. C'est là que mon irritation s'est aiguisée en quelque chose de plus net. Ce n'était pas soudain. Ce n'avait pas été une mauvaise nuit ou un malentendu. C'était un schéma autour duquel je travaillais depuis 23 ans en me disant que c'était temporaire. Que c'est juste comme ça que les équipes de nuit fonctionnent dans l'entreprise française. J'ai commencé à rassembler la documentation, pas avec colère, méthodiquement. Évaluation de performance, rapport d'incident, certification de sécurité que j'avais maintenue sur mon temps et à mes frais. Chaque menace majeure que j'avais neutralisée dans l'année passée avait des horodatages entre minuit et 6 heures du matin. Ma signature quelque part dans la chaîne de résolution. Les petits caractères du programme de fidélité racontaient leur propre histoire. L'argent venait d'un budget discrétionnaire que Claire contrôlait. Les montants n'étaient pas liés aux métriques de performance ou à l'ancienneté. Ils étaient liés à la perception du leadership, ce qui signifiait qui faisait sentir les dirigeants en sécurité pendant les heures de bureau. Julien les faisait se sentir en sécurité. Je faisais disparaître les problèmes dans l'obscurité où personne n'avait à y penser. Le vrai coup de grâce était enterré page 3, de l'accord de fidélité, une clause sur les attentes de performance pendant la période d'engagement. Essentiellement, si vous signez l'accord, vous vous engagiez à la même charge de travail et responsabilité pendant 12 mois, indépendamment de tout changement dans le staffing, la portée ou la fréquence des incidents. Ils n'achetaient pas seulement votre loyauté, ils achetaient votre disponibilité. Pour Julien, cela signifiait 12 mois de travail de jour, heures régulières, niveau de stress gérable. Pour moi, cela signifiait 12 mois à être la seule chose debout entre des pirates qualifiés et l'argent d'autres personnes chaque nuit pour le prix d'une Clio descente d'occasion. Mercredi après-midi, Paul Rousseau, notre VP des opérations, m'a appelé directement. J'avais parlé à Paul exactement 3 fois en 23 ans, et chaque conversation était arrivée quand quelque chose était déjà en feu. « Pierre », il a dit, sautant les politesses. Nous voyons quelques problèmes en cascade depuis lundi soir. Claire dit que tu as le plus de contexte sur nos protocoles de réponse. Contexte. Pas autorité, pas propriété. Contexte. C'est vrai, j'ai dit. Tu peux sauter dans un appel avec l'équipe? Nous aider à trier ça? J'ai pensé à cet accord de fidélité qui restait non signé dans ma boîte de réception. Pensé à la clause de remboursement. Pensé à la capture d'écran de Julien et cette différence de 25 800 €. Je peux, j'ai dit lentement, mais je ne le ferai pas. Silence de son côté. Assez long pour me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Pourquoi pas? Paul a demandé.
Parce que c'est à ça que servait la prime de fidélité. Vous avez pris votre décision sur qui valait la peine d'être gardé. Il a expiré fort par le nez, irrité maintenant, mais essayant de rester professionnel. Pierre, ce n'est pas le moment pour cette conversation. C'est exactement le moment, Paul. Vous vouliez me retenir pour 4 200 €. Voilà à quoi ressemble rester. On va trier ça demain, il a dit et a raccroché. C'est là que tout s'est accéléré. Jeudi matin, notre page de statut client est passée de vert à jaune à orange. Quelqu'un a fait l'erreur de poster une mise à jour qui mentionnait des contraintes de ressources internes. Contraintes de ressources internes signifiait personne, et les clients n'aiment pas entendre que les gens qui protègent leur argent ne sont pas disponibles. Vendredi, Julien m'a appelé directement, pas un texto cette fois, un vrai appel. Pierre, il a dit, et je pouvais entendre le clavier cliquer en arrière-plan. Écoute, je sais que tu es énervé pour l'histoire de la prime, mais nous avons vraiment besoin de ton aide ici. Claire nous respire dans le cou, et honnêtement, je suis dépassé par certains de ces trucs avancés. Voilà, pas d'excuses, pas de reconnaissance de la disparité, juste le besoin. Tu as eu la prime, Julien. C'est à ça qu'elle sert. Il a été silencieux quelques secondes. Allez mec, c'est pas juste. J'ai presque souri. Tu as raison. Ce n'est pas juste. C'est juste plus mon problème. Écoute, je sais que je ne connais pas les systèmes comme toi. Toute cette documentation que tu as écrite, une partie est obsolète et bonne chance pour la déchiffrer. J'ai dit et j'ai raccroché. Le lundi suivant, la page de statut de l'entreprise était rouge. C'est là que la direction a vraiment commencé à paniquer. Pas à cause de l'argent, à cause de la visibilité. Les pages de statut rouge rendent les clients nerveux. Les clients nerveux appellent les dirigeants. Les dirigeants n'aiment pas être appelés à la maison. L'ironie magnifique était que les systèmes n'étaient pas vraiment cassés. Ils étaient juste sans défense. Comme une maison avec toutes les serrures enlevées, mais les portes encore debout. Tout avait l'air normal jusqu'à ce que quelqu'un essaie de le tester. Mardi matin, Claire m'a envoyé un email directement. Pas de CC, pas de langue de bois d'entreprise. Pierre, nous devons parler. Qu'est-ce que ça prendra? Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai écrit 3 phrases en retour. Je suis ouvert à discuter d'un alignement de compensation avec les standards de l'industrie, d'un chemin d'avancement clair et d'une transition vers la couverture de jour. Jusqu'alors, je ne suis pas disponible pour le support d'urgence. Ce n'est pas punitif, c'est professionnel. En 1 heure seulement, étonnamment rapide, les ressources humaines avaient officiellement rejoint le fil d'email corporatif en pleine expansion. L'après-midi même, sans perdre de temps, le département juridique entier était copié en copie conforme sur toutes les communications. Ils n'étaient absolument pas là pour moi personnellement, pour me soutenir ou me défendre. Ils étaient là uniquement parce que quelqu'un haut placé avait finalement posé la question évidente et embarrassante qui dérangeait. Comment est-ce qu'un seul gars qui part brusquement peut faire tomber complètement toute notre opération critique de nuit comme un château de cartes? Cette question redoutable et inconfortable ne mène jamais aux promotions méritées et aux augmentations. Elle mène inévitablement et directement aux audits internes approfondis, aux investigations, aux sanctions. Je dis déjà, rapidement, l'histoire circulant à l'intérieur de l'entreprise avait radicalement changé de tonalité. Les gens inquiets ont complètement arrêté de me supplier de revenir sur ma décision et ont brusquement commencé à demander nerveusement qui exactement avait approuvé quoi précisément, quand exactement, et surtout pourquoi diable. Quelqu'un de vigilant a soudainement remarqué avec stupéfaction que les évaluations de performance annuelles de toute l'équipe de nuit étaient systématiquement plafonnées artificiellement à « répond aux attentes minimales », indépendamment complètement de la performance réelle extraordinaire fournie. Quelqu'un d'autre de perspicace a également remarqué avec suspicion que les primes de fidélité controversées n'étaient documentées contre absolument aucun critère objectif mesurable ou transparent. Quelqu'un d'autre encore a astucieusement remarqué que Julien avait opportunément signé son accord avantageux juste quelques heures stratégiques avant un incident de sécurité majeur qu'il ne pouvait manifestement pas gérer seul de manière compétente. Paul, visiblement préoccupé, a rapidement programmé une revue complète d'amélioration des processus défaillants.
Claire, manifestement paniquée, a totalement arrêté de répondre aux emails professionnels complètement, disparaissant dans le silence. Et c'est précisément là, à ce moment révélateur, que ça m'a violemment frappé avec clarté. Ils avaient naïvement pensé que j'étais définitivement parti et oublié, mais je n'étais absolument pas parti loin. Les conséquences inévitables et méritées de comment exactement ils m'avaient traité injustement arrivaient maintenant progressivement, une piste d'audit incriminante à la fois, document après document. L'audit redouté n'est pas venu spectaculairement avec des lumières clignotantes dramatiques ou des sirènes hurlantes. Il est arrivé discrètement et bureaucratiquement, comme des blocs de calendrier banal intitulés sobrement « Revue interne » et « Suivi nécessaire », méthodiquement réservés par des gens sérieux qui ne rejoignaient jamais personnellement les appels stressants de nuit et ne demandaient jamais concrètement comment exactement les pannes critiques étaient miraculeusement réparées sous pression. Ils n'avaient même pas besoin d'explications verbales détaillées maintenant. Ils avaient froidement des chronologies précises, des logs informatiques complets, des emails archivés compromettants, des accords signés officiellement avec des chiffres scandaleusement différents pour exactement le même rôle identique. Claire a disparu professionnellement en premier, rapidement et discrètement. Officiellement et pour la façade, elle poursuivait soi-disant d'autres opportunités excitantes ailleurs. Officieusement, et dans les faits, son nom a simplement arrêté mystérieusement d'apparaître dans les annuaires électroniques de l'entreprise du jour au lendemain. Quand quelqu'un d'établi a été fidèlement avec une entreprise pendant 8 longues années consécutives et disparaît ensuite brutalement, sans aucun email d'adieu chaleureux ou explication, vous savez intuitivement et certainement que la décision finale n'était absolument pas mutuelle ou amicale. Julien a duré professionnellement plus longtemps, s'accrochant désespérément. Il a pathétiquement essayé de s'engouffrer ambitieusement dans le vide de pouvoir créer, a nerveusement commencé à poster régulièrement des mises à jour non sollicitées, se portait volontaire frénétiquement pour tous les appels disponibles, parlait beaucoup plus fort et agressivement dans les réunions d'équipe. Mais la visibilité accrue marche dangereusement dans les deux sens opposés. Quand les gens sceptiques ont méthodiquement commencé à poser des questions techniques détaillées sur les protocoles complexes de sécurité et les procédures établies de réponse aux incidents critiques, ces réponses superficielles sont devenues manifestement maigres et inadéquates très rapidement. Ils n'étaient pas fondamentalement incompétents ou stupides. Ils ne connaissaient simplement pas les systèmes techniques aussi profondément comme ils pensaient naïvement les connaître parfaitement. Et maintenant, absolument tout le monde attentif pouvait clairement le voir et le constater. 3 semaines exactement après que j'ai définitivement quitté l'entreprise, un recruteur professionnel avec qui j'avais brièvement parlé des années plus tôt auparavant m'a contacté opportunément. Poste stable d'équipe de jour dans une plus grande entreprise technologique respectée ici même à Lyon. Même portée technique intéressante exactement, mais cette fois avec une vraie progression de carrière structurée et une équipe qualifiée qui comprenait réellement ce que le travail exigeant de cybersécurité impliquait vraiment concrètement. La conversation professionnelle était radicalement différente de tout entretien d'embauche stressant que j'avais eu en des années nombreuses. Ils ne m'ont jamais demandé de justifier longuement mon expérience accumulée ou prouver laborieusement ma valeur professionnelle. Ils avaient déjà soigneusement fait leurs devoirs préliminaires et leurs recherches. Ils savaient parfaitement pour l'incident majeur chez Apex et ses détails. Savaient précisément pour le programme controversé de fidélité et ses irrégularités. Savaient intelligemment que les entreprises font parfois des erreurs stratégiques coûteuses sur qui exactement elles choisissent imprudemment de garder et de valoriser. Nous ne cherchons pas quelqu'un pour nettoyer les problèmes dans l'obscurité. Le responsable du recrutement a dit « Nous cherchons quelqu'un pour construire des systèmes qui empêchent les problèmes d'arriver. » L'offre est revenue avec une augmentation de salaire de base de 16 000 € par rapport à ce que je gagnais, de meilleures prestations santé et aucun accord de fidélité requis. Ils me voulaient à cause de ce que je pouvais faire, pas parce qu'ils avaient peur que je parte. Je l'ai accepté le même jour. Les RH chez Apex m'ont envoyé un email en milieu de semaine. Formulation prudente, pas d'excuses. Ils voulaient boucler la boucle sur mon statut d'employé. J'ai répondu avec une lettre de démission propre. 2 paragraphes. Pas d'accusation, juste les faits. Dernier jour travaillé, raison du départ.
Désalignement entre la portée du rôle et la compensation. Le juridique a signé en 1 heure. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'essayaient plus de me garder. Ils essayaient de réduire leurs responsabilités. J'ai transmis l'accès comme je l'avais toujours fait. Documenté, complet, professionnel. Je n'ai rien saboté. Je n'ai pas supprimé de fichiers. Je n'en avais pas besoin. Les dégâts étaient déjà faits par des gens qui pensaient que l'expertise était remplaçable et la loyauté bon marché. Julien a tenu les 12 mois complets, mais il n'a jamais eu d'autre prime. C'était le vrai karma. Pas dramatique, pas cinématographique, juste un gars de 29 ans regardant sa carrière plafonner pendant qu'il découvrait combien il ne savait pas vraiment. Il est parti 6 mois après la fin de sa période de fidélité. Aux dernières nouvelles, il faisait du support desktop quelque part à Marseille. Quant à moi, la première fois que mon téléphone a sonné à 2 heures du matin dans le nouveau travail, c'était un mauvais numéro. Je l'ai mis en silence et je suis retourné dormir sans penser au niveau de menace ou au SLA client, ou si quelqu'un me blâmerait si je ne réparais pas quelque chose avant le matin. Parce que partir à 3h15 du matin n'était pas la partie dramatique. La partie dramatique était de réaliser que je n'avais plus à prouver ma valeur en étant épuisé. Ils ont payé pour garder la mauvaise personne. Et j'ai juste arrêté de prétendre que c'était ma responsabilité de réparer ça. Ma fille commence sa 2e année à l'automne, médecine comme elle l'avait prévu. Et pour la première fois en année, je ne m'inquiète pas de comment nous allons payer. Le programme d'assistance aux frais de scolarité du nouveau travail couvre la moitié et l'augmentation de salaire couvre le reste avec de la marge. Mais la vraie victoire n'est pas financière. C'est plus simple que ça. Je dors toute la nuit maintenant. Quand mon téléphone vibre à 2 heures du matin, c'est habituellement juste un texto de ma fille qui étudie tard à la bibliothèque demandant si je suis fier d'elle. Je réponds toujours la même chose. Plus que tu ne le sais. 23 ans passés à croire que si je travaillais juste assez dur, restais assez loyal, résolvais assez de problèmes que d'autres personnes ne pouvaient pas, je serais finalement valorisé comme je le méritais. Il a fallu un écart de prime de fidélité de 25 800 € pour m'enseigner quelque chose que tout homme de 45 ans devrait déjà savoir. Votre valeur n'est pas déterminée par combien de punitions vous êtes prêt à absorber. Parfois, la meilleure revanche est juste de refuser d'être sous-évalué plus longtemps. Tout le reste se règle tout seul.